Bonjour. Bonjour à vous toutes. Bonjour à vous tous. Je vais vous raconter l'histoire d'un village. Un charmant village. Un village qui répond au doux nom de Sniff. C'est pas la peine de le chercher sur une carte. Ce serait perdre votre temps. Et le temps, vous savez, il nous attend pas. Mais je vais commencer par le commencement. Et au commencement, il n'y avait pas de village. Il y avait juste une petite maison et une sorcière. La sorcière ne vivait pas dans la maison. Non, elle vivait dans la forêt touffue, la forêt de la sorcière au nez crochu. Et dans cette petite maison vivait Jean, sa femme, la Simone, leurs 7 enfants et le grand-père qui avait la chance d'être encore en vie. Alors on dit, famille nombreuse, famille heureuse. Eh bien non, ils n'étaient pas heureux. Ils n'étaient pas heureux parce que la vie était dure. La terre était dure, et même le pain qu'on mangeait était dur. Et pour avoir du pain à manger, tout le monde devait travailler la terre. Seulement, le plus jeune des 7 enfants ne pouvait pas travailler la terre. Il était trop jeune. Et le grand-père, lui non plus, il ne pouvait pas. Il était usé par la vie. Et il passait maintenant toutes ses journées dans un fauteuil, là, près de la cheminée, qui chauffait ses os. C'était tellement dur qu'un soir, alors que tout le monde était couché, le Jean et la Simone sont restés en bas près de la cheminée et ils ont discuté. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il fallait se débarrasser d'une bouche. Une bouche de moins à nourrir, on s'en sortirait. Mais voilà, se débarrasser de qui? Le plus jeune des 7 enfants, qui ne peut pas encore travailler, ou le grand-père, qui ne peut plus travailler. Ouais. Vous l'avez deviné, bien sûr, surtout par les temps qui courent, l'ancien. Et le Jean, il a dit à Simone, écoute, voilà, demain je vais prendre le panier qui est dans le grenier, qui ne nous sert à rien. Le panier, je vais le mettre dans mon dos, le grand-père dans le panier, et puis je vais partir dans la forêt touffue, la forêt de la sorcière au nez crochu. Elle s'en occupera bien. Seulement le plus jeune de 7 enfants s'était réveillé cette nuit-là. Il avait envie de faire pipi. Ça arrive. Il a tout entendu. Il n'a pas pu se rendormir. Et le lendemain matin, quand Jean est sorti de la maison, avec le panier dans le dos, et dans le panier il y avait le grand-père, et il s'est retrouvé là, nez à nez avec son petit gars. Il s'est trouvé embarrassé, le Jean. Et puis tout de suite, comme ça, il a inventé un mensonge. T'es beau mon petit gars. C'est matinal, face, aujourd'hui, hein. Dis donc, toi, le grand-père est malade. Alors, j'ai mis dans le panier est dans mon dos, et puis je vais loin, de l'autre côté de la forêt, à la ville, pour aller voir le docteur, pour soigner le papy, quoi. Hein? À tout à l'heure. Le gamin, il a regardé son père droit dans les yeux, puis il lui a dit comme ça, d'accord papa, mais alors surtout, t'oublie pas de ramener le panier pour que je puisse m'en servir quand ton tour viendra. Du coup, le Jean, il a reposé le grand-père dans le fauteuil près de la cheminée. Le panier, il l'a remis là-bas, dans le grenier, et puis il est parti travailler sa terre. Faut croire que c'était pas son jour au Jean. À peine il avait mis la charrue dans sa terre, là, pour creuser son sillon, qu'il s'est mis à pousser dessus, qu'il a entendu un grand slack. Il a râlé, il a grogné, il a pesté, puisqu'il avait encore cassé sa charrue. Ça, il en avait l'habitude, hein, avec tous les cailloux qu'il y a dans sa terre. Alors, sa terre, il l'a gratté pour enlever le caillou qui avait cassé sa charrue. Seulement, il n'a pas trouvé un caillou. Il a trouvé un tonneau. Un tonneau tout en bois, cerclé de fer. Il a encore grogné, râlé, pesté, comme quoi, de nos jours, on jette n'importe quoi, n'importe où. Il n'a pas beaucoup changé, ça. Et puis, à la réflexion, il s'est dit que un tonneau, ça peut toujours servir pour mettre les patates, par exemple. Ce soir-là, il est rentré à la maison avec son tonneau. Puis il a demandé à sa femme, la Simone, de prendre sa grosse brosse, là, pour bien nettoyer le tonneau, enlever toute la terre, et comme ça, il pourrait mettre les patates. Et, bon, la Simone, elle écoute son homme. Elle a pris sa grosse brosse. Et puis, elle s'est mise à frotter le tonneau. Bien au-dessus, bien sur le côté, en dessous aussi.
s'applique, hein. Et puis dedans, bien sûr, le Jean, avec son foutu caractère, là, a toujours surveillé tout ce qu'on fait et à râler tout le temps, mais il a surveillé le travail de la Simone. Il a regardé par-dessus son épaule. Puis il disait, puis là, et oh là, faudrait peut-être frotter hein, aussi. Et puis de ce côté, et regarde, faut pas qu'il en reste dans le tonneau, sinon ça va abîmer les patates. Bon, Simone, ça l'a agacée, ça l'a tellement même énervée qu'elle s'est mise à frotter le tonneau comme une frénétique. La brosse a ripé de sa main, et bim, elle est tombée dans le tonneau. Oh, Jean a encore râlé, grogné, pesté comme à son habitude. Il a poussé la Simone sans ménagement. Il a pris le tonneau tout en bois, cerclé de fer. Il l'a soulevé au-dessus de ses épaules. Il l'a retourné et 99 brosses sont sorties du tonneau. Il était tombé sur un tonneau magique. Ben là, il n'a pas râlé. Il n'a pas grogné, il n'a pas pesté. Non, mais il a de la suite dans les idées, le Jean. Il s'est dit, si jamais on met une patate dans le tonneau, qu'est-ce que ça va nous faire? Ben, il l'a fait. Il a pris la plus belle des patates qu'il avait. Il l'a placée au-dessus du tonneau. Bim, dans le tonneau. Il l'a soulevée au-dessus de ses épaules. Il l'a retournée et 99 patates sont sorties du tonneau. Et bien ce soir-là, ils se sont fait une purée de pommes de terre. Ils se sont fait des galettes de patates. Ils se sont mangés des frites aussi. Et même des patates au beurre. Pour une fois, tout le monde dans la maisonnée s'est couché le ventre plein. Voilà. Une nouvelle sensation. Le lendemain matin, Jean, il s'est dit que 99 brosses, c'était pas très utile. Hein. Alors il a pris les 98 brosses qu'il avait en trop, il les a mises dans le panier sur son dos, et puis il est parti. Il a fait le tour de la forêt, et est arrivé à la ville. Il s'est installé sur la place de la ville. Et là, il a harangué la foule. Des brosses, des belles qui brossent, qui veut mes brosses? Mais il a vendu toutes ses brosses. Et à la fin de la journée, il avait gagné une pièce d'or. Une pièce tout en or. Et une pièce d'or, il n'en avait jamais vu. Jamais. Et là, il la voyait, il la tenait. C'était son trésor. Il est rentré chez lui, tout fier, heureux. Mais à la maison, personne n'avait vu de pièce d'or. Et ouais, et tout le monde voulait la voir, tout le monde voulait la toucher, il voulait même la croquer pour vérifier que c'était pas une pièce en chocolat. Même le grand-père dans son fauteuil avait repris un peu d'énergie et il s'agitait pour attraper la pièce. Seulement le Jean, il voulait pas la laisser, sa pièce d'or, son trésor à lui. Et il s'est mis à courir dans la maison. Et tout le monde lui courait après, sa femme et les 7 enfants, pas le grand-père. Et ça tournait, ça faisait comme une farandole. Lui, il s'est mis à tourner autour du tonneau. Ouais, comme des fous. Et puis le plus jeune, le plus malin, il a eu l'idée de faire demi-tour. Et bing, il a percuté son père. La pièce lui a échappé de la main. Et bing, elle est tombée dans le tonneau. Il y a eu un grand silence. Tout le monde a fait un pas en arrière. Jean a pris le tonneau à bras le corps. Il l'a soulevé au-dessus de ses épaules. Il l'a retourné et 99 pièces en or sont sorties du tonneau. Un vrai trésor. Seulement, vous le savez peut-être, plus on en a, plus on en veut. Alors Jean, il s'est dit, si on prend chacune des 99 pièces d'or, qu'on les met dans le tonneau, qu'on le retourne, ça va nous faire combien de pièces d'or, ça? Hein? Combien? C'est pas grave. Quand on ne sait pas, on fait. Alors le Jean, il a pris une première pièce d'or. Il l'a mise dans le tonneau. Il a soulevé le tonneau et 99 pièces d'or. Et une deuxième pièce et 99 pièces. Et une troisième, une quatrième, une cinquième. Il a fait plein de tas de pièces d'or dans sa maison. Puis il a eu mal au bras et aux épaules. Alors il a demandé à sa femme et aux 7 enfants. Tout le monde s'y est collé. À la fin de la journée, il y avait plein de tas de pièces d'or dans la maison. Tout le monde avait mal au bras et aux épaules. Et il restait encore
une douzaine de pièces à faire. Alors, on a pensé au grand-père. Eh, l'ancien, tu as peut-être bien gagné ta soupe ce soir, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Le grand-père, il pouvait pas aller près du tonneau. Ben non, c'est pas grave. Le tonneau, on lui a apporté. Et puis, la douzaine de pièces d'or qui restait à faire. Le grand-père, il est un petit peu moins rapide que le reste de la maisonnée. Eh oui, on va pas en faire toute une histoire. On va le laisser à son affaire et on le retrouvera tout à l'heure pour la fin de notre compte. Pendant ce temps-là, vous savez ce que c'est? L'argent appelant l'argent, d'autres gens sont venus s'installer ici, dans ce petit coin, et c'est comme ça qu'a commencé à se constituer ce qui deviendra le fameux village de Sniff. Le premier à s'installer, c'est Jean l'aubergiste. On l'appelle comme ça parce qu'il s'appelle Jean et qu'il est aubergiste. L'auberge du éléphant qui chante. C'est le nom de sa petite affaire. Mais il n'y a pas d'éléphant dans la région. Ensuite est arrivé celui qui deviendra le boucher du village, Jean Bonneau. Il s'est installé juste en face du café, tabac, épicerie de Jean Aimard. Eh oui, c'est un vrai commerçant, il râle tout le temps. Et pourtant, en ce temps-là, il n'y avait pas de TVA. Et en plus, des piliers de comptoir, des clients, il en a. Notamment 2 piliers de comptoir. Le tombeur de ces dames, Jean Bal, le joli cœur du village. Et son copain, son acolyte, Jean-Ry. Lui, il a toujours une petite histoire à raconter, une devinette ou une petite blagounette. Pour s'occuper de toutes ces ouailles, est arrivé le curé du village. Il s'appelle J'entends rien. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Et puis, pour faire bonne figure, on a élu un maire. Et on a choisi celui qui sait y faire. Un vrai politique, il est d'accord avec tout le monde. Il s'appelle Jean Convient. Et bien sûr, j'allais l'oublier, celui-ci, le cantonnier du village, Jean Perrin. Oui, lui, il perd toujours quelque chose, notamment son âne, Kiki, à se demander qui est qui. Mais ce jour-là, Jean Perrin n'avait rien perdu. Non, bien au contraire. Un jour, à marquer d'une croix blanche, Jean Perrin avait trouvé un sac avec à l'intérieur 99 pièces d'or. Vous avez peut-être une idée du propriétaire. Eh oui, Jean d'Or, l'homme autonomagique. Et Jean Perrin, le cantonnier, le plus pauvre du village, qu'est-ce qu'il a fait avec son sac de 99 pièces d'or? C'est pas un voleur. Pauvre, mais pas voleur. Il a tout simplement rapporté le sac de 99 pièces d'or à Jean d'Or, qui lui avait promis une pièce d'or de récompense à qui lui rapporterait son sac. Et Jean d'Or, quand il a retrouvé son sac rapporté par Jean Perrin, la première chose qu'il a fait, c'est de compter ses sous. Oui, c'est son activité principale maintenant. 97, 98, 99. Et, Jean Perrin, je vois que tu t'es déjà servi. Dans mon sac à moi, il y avait 100 pièces d'or. Oh, Jean Perrin, il ne s'est pas laissé faire. Ah non! Il a pris le sac de 99 pièces d'or dans une main, le Jean d'Or dans l'autre, et hop! Ils sont allés voir le maire pour régler l'affaire. Et le maire, il a écouté Jean Perrin, qui lui a tout expliqué, avec moult détails. Et le maire lui a dit, tu as raison, j'en conviens. Ah, Jean d'Or, lui, il voulait récupérer toutes ces pièces. Alors attention, il a déballé tout un argumentaire, tellement clair, que Jean d'Or a endormi le maire, qui a dit, tu as raison, j'en conviens. Ah, Jean Perrin, il a expliqué au maire qu'il ne pouvait pas donner raison aux 2 parties. Bien évidemment. Tu as raison, j'en conviens. Le maire a repris toute l'histoire depuis le début. Bien. Jean Perrin, toi, tu dis que dans le sac que tu as trouvé, il y avait 99 pièces d'or. Bien. Tu n'es pas un voleur, Jean Perrin. Hein, sinon tu n'aurais pas rapporté le sac à Jean d'Or. Et toi, Jean d'Or, tu dis que dans ton sac à toi, il y avait 100 pièces d'or. Hé, Jean d'Or, tu n'es pas un menteur. Toi qui es le notable du village,
Tout le village s'est construit autour de ta maison. Tu n'es pas un menteur, toi. Hein? Aussi, ce sac n'est pas le tien. Et Jean Perrin, il va le garder en attendant que son propriétaire se manifeste. Et c'est comme ça que Jean-Nord a perdu tout un sac de pièces d'or, juste pour en gagner une. Il est rentré chez lui, furieux, en colère, juste au moment où le grand-père mettait la dernière pièce d'or du premier tas dans le tonneau. On va enfin savoir combien ça nous fait. Le grand-père a lâché la dernière pièce. Le tonneau, il ne peut pas le soulever. C'est bien normal. Beaucoup trop lourd pour lui. Alors il plonge la main dans le tonneau et il sort des poignées de pièces d'or. Jean d'Or, furieux, passe ses nerfs sur le grand-père. Grand-père, faut bien aller au fond du tonneau, hein, parce que sinon tu vas oublier des pièces et on va se tromper dans notre compte. Bah, le grand-père, il s'est bien penché dans le tonneau pour pas oublier de pièces. Il s'est tellement bien penché qu'il est tombé dedans. Oh, ouais, ça nous a fait 99 grands-pères. Mais 99 grands-pères dans un tonneau, ça ne peut pas tenir. Le tonneau, sous la pression, il a explosé. Plom! Plus de tonneau magique. Mais dans la maison, il y avait 99 grands-pères. Et les grands-pères, il a fallu les habiller, les nourrir, les loger. Eh bien, toutes les pièces d'or y sont passées. Il n'est plus rien resté. Ça a été le premier papy-boom de l'humanité. Et après ce choc démographique, le village s'est organisé autour de la place, arborée de platanes, et en son centre, la fontaine, source de vie.